C'est un plaisir de vous retrouver pour le débat de Nana FM. Au micro, je suis Émile Sanvi. Plus que quelques jours pour la nouvelle rentrée scolaire au Togo, une reprise des classes sur fond de difficultés financières pour les parents. Dans cette émission, nous aborderons donc l'éducation et la situation économique des familles. Nous explorerons surtout les répercussions de la nouvelle interdiction de l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, une mesure qui suscite déjà de nombreux débats. Et pour en parler, je suis en compagnie de l'inspecteur Éloi Comlan, nous au sang, doyen de l'inspection générale de l'éducation. Vous aussi, qui nous suivez à travers vos postes et récepteurs, votre avis nous intéresse. Vous aurez la possibilité d'intervenir dès que l'antenne vous sera ouverte sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Alors, monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue. Merci, je salue les auditrices et auditeurs de Nana FM. Et on vous félicite, on vous encourage pour tout le travail d'information et de formation que vous développez à l'endroit du peuple togolais. Alors, d'entrée de jeu, on voudrait bien savoir quelles sont les attributions de l'inspection générale de l'éducation. Merci beaucoup. Très souvent, lorsqu'on parle d'inspecteur, bon, tout le monde sait un peu de qui il s'agit. Donc, disons qu'il y a les inspecteurs disciplinaires qui sont chargés d'accompagner, d'encadrer les enseignants dans l'exercice de leurs activités pédagogiques. L'inspection générale de l'éducation, elle est chargée de l'expertise pédagogique et disciplinaire, de l'évaluation des enseignements, apprentissages et des activités péri- et parascolaires qui se déroulent dans les établissements. À ce titre, c'est l'inspection générale qui contrôle le fonctionnement des deux directions d'enseignement qui sont en charge du préscolaire, du primaire d'un côté et du secondaire général de l'autre. D'ailleurs, ces directions sont rattachées à l'inspection générale. Donc, les deux directeurs rendent compte au doyen de l'inspection générale de l'éducation, que je souligne en passant est le titre du premier responsable. Ensuite, nous contrôlons les activités des inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions et également nous contrôlons le fonctionnement des établissements scolaires, des inspections elles-mêmes et des directions régionales pour pouvoir rendre compte au ministre du fonctionnement et de la réalité du système éducatif. L'inspection générale est directement rattachée au ministre et c'est à ce titre que le doyen de l'inspection générale qui a rendu directeur général rend directement compte au ministre. Voilà. Maintenant, on en vient maintenant à ce point essentiel l'un des points essentiels qui nous réunit ce matin, l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler les raisons principales de l'interdiction du téléphone portable dans les établissements publics et privés? Alors pour cela, je vais lire les trois considérants et j'ajouterai quelques détails par rapport à la décision interministérielle numéro 001/2024 MEPS et METPA. Alors il est dit, considérant la nécessité de préserver un environnement scolaire propice à l'apprentissage et au respect des normes morales et sociales. Les risques liés à l'usage inapproprié des téléphones portables par les élèves en milieu scolaire, la prolifération des contenus indécents et attentatoires publiés par des élèves sur les réseaux sociaux. En fait, si on voit ces trois considérations, nous noterons l'usage inapproprié. Effectivement, il ne se passe pas de jour où l'enseignant est en classe et derrière, s'il est concentré au tableau, à l'arrière, vous voyez les élèves plutôt qui sont en train de s'amuser avec leur portable, quel que soit le niveau. Vous en verrez au primaire, vous en verrez au secondaire. Même au cours primaire, ça se passe. Même au cours primaire. Et vous vous souvenez le cas de l'élève au lycée de Kara qui plutôt lui filmait l'enseignant pour pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux, ce qui fait que l'attention qui est requise pour que l'élève soit avec son enseignant dans l'apprentissage, à un moment donné, c'est perdu. Quand ils sont en dehors des classes, en fait, on va le souligner, d'ailleurs, l'arrêté est clair.
ce n'est pas le portable qui est interdit, mais c'est son usage dans l'établissement, en fait, qui est réglementé. Puisque plus loin, il y a des moments où on doit pouvoir utiliser, l'élève pourra utiliser le portable. Mais c'est conditionné. Peut-être on va en venir à ça. Pour détailler. Donc du coup, c'est pour que l'élève, quand il est dans l'établissement, il puisse avoir toute son énergie, toute son attention concentrée sur les activités pédagogiques. Le moment où il aura besoin d'informations, de parler à quelqu'un, ça aussi c'est réglementé et la direction de l'établissement est là. Je souligne aussi en pensant que c'est pas aujourd'hui, hein, ce fait, c'est sur toutes les bouches. C'est pas seulement les responsables du système éducatif qui faisaient la remarque, mais tous les parents avisés, les journalistes, on en parlait, et le comportement même de certains élèves dénote que il faut quand même réglementer le téléphone, qui en même temps est un outil pédagogique, si on sait l'utiliser à bon escient. Alors, quels sont justement les avantages pédagogiques de cette interdiction? Alors, comme je le dis, si les téléphones, l'usage est interdit, quand les élèves sont dans les établissements scolaires, ils ne se soucieront plus, bon voilà, j'ai mon téléphone, il faut que je le sorte, il faut que je le manipule, en se détournant de ce pourquoi il est venu dans l'établissement. Deuxième chose, ça les préserve aussi contre tout ce qui détruit les valeurs morales. Bon, mais là, d'aucuns peuvent se poser la question, bon, s'ils n'utilisent pas le portable dans l'établissement, en dehors de l'établissement, est-ce qu'on est là pour les contrôler? De toutes les façons, vous savez que dans l'éducation, c'est un jalonnement. Quand on vous dit ceci, il faut savoir l'utiliser, même si ça commence ici, le jour où on n'est pas là, vous continuez. La preuve, nous avons été toujours tous enfants, on nous a éduqués. C'est cette éducation que nous avons gardée pour grandir avec. On n'a pas de gens derrière nous, mais tout ce que nous avons accumulé nous permet nous-mêmes de nous réglementer. Donc, c'est une éducation qu'on donne et nous sommes sûrs que, ce faisant, nos élèves seront davantage concentrés sur ce qui est leur job, à savoir apprendre, être à l'école. Et donc la mesure aura un impact positif sur la concentration. Naturellement, sinon on n'a pas besoin de prendre la mesure. Alors, est-ce que vous pouvez, en tout cas, vous pensez que cette interdiction contribuera à réduire, par exemple, le phénomène de cyberharcèlement que nous connaissons aujourd'hui et la distraction en milieu scolaire? La distraction en milieu scolaire sera réduite et pourquoi pas annihilée. Mais là, pour la cybercriminalité ou bien le cyberharcèlement, bon, comme je le dis, nous allons contrôler l'usage des portables en milieu scolaire. Bon, en dehors des établissements, ça devient les parents, ça devient l'État. Et je pense que au-delà de cette mesure, il y a d'autres mesures qui encadrent, qui punissent. Il y a des sanctions quand vous vous adonnez à certaines pratiques via les réseaux. Il y a les lois qui réglementent. Donc, pour nous, c'est surtout quand nos élèves sont avec nous dans les établissements qu'on puisse avoir toute leur attention entière pour pouvoir mettre en place les apprentissages. Et nous comptons sur les parents, l'État, tout l'encadrement extérieur qu'il faut mettre en place pour que au finish, on ait un tout qui se tient et que ça ne soit pas seulement un travail qui se fait au niveau des établissements. Et concrètement, comment les établissements scolaires vont-ils surveiller et faire respecter cette interdiction? C'est simple, hein? Disons-le, les élèves sont des êtres humains. Et parmi les êtres humains, il y en a toujours qui sont tentés de défier. D'ailleurs, le rôle de l'adolescent, c'est de toujours défier les mesures que l'adulte met en place. Donc, nous ne disons pas que en mettant ces mesures en place et c'est fini, on n'aura plus à se gêner. Non, en fait, tout est réglementé comme on le dit dans le règlement intérieur. Quand on dit, par exemple, l'élève, il y a une façon pour lui de s'habiller. Comment ça se fait? On va contrôler l'habillement des élèves. Également, pour les portables, on dit, une fois encore, le portable, il est dans le sac. Puis on dit, c'est l'utilisation qui est réglementée. On n'a pas dit, le portable est interdit. Si le portable est dans le sac, vous ne le touchez pas. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais quand on va voir le portable dans les mains d'un élève,
qui n'est pas venu à l'administration pour dire voilà, j'ai des soucis, je veux communiquer avec mes parents, ou bien ceci ou cela, ou bien ce n'est pas un enseignant qui donne l'ordre aux élèves, instruction de pouvoir utiliser le portable pour faire des recherches, parce que ça va se faire aussi en classe, nous sommes dans la digitalisation. Alors là, lorsqu'on vous voit avec un portable que vous manipulez, comme on le dit, on vous le retire et, sans vous le remettre. Et donc, quand les sanctions vont commencer pour celles qui ne voudront pas se conformer, je pense que ça donnera le signe pour les autres de pouvoir faire attention. Mais en toute hypothèse, ce que moi je dirais à nos élèves, il y a toujours un temps pour tout. C'est ça. Et donc, il y a des moments où nous utilisons les portables. L'essentiel est de l'utiliser en bon escient pour pouvoir communiquer, faire de la recherche. Mais quand on dit que leur manipulation dans l'établissement est interdite, il faut se conformer à cela. Nous, on n'avait pas utilisé les portables quand on était élèves. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique tout de même. Non, je l'admets bien sûr. Chacun vit avec son époque. Alors, quelles sont les sanctions prévues à l'encontre des élèves contrevenants? Bon, les sanctions aussi sont éditées. On dit que le non-respect des dispositions de l'article 5, c'est l'article 5 qui donne les interdictions. L'élève contrevenant va s'exposer aux sanctions prévues en tenant compte du degré de gravité des faits. Alors, la première sanction, c'est qu'on retire le portable. Bon, maintenant, lorsqu'il y a récidive, bien sûr, ce n'est pas pallié, hein. On convoquera les parents. On retire le portable. Le portable, lui, on le remet plus tard. Là. Non, on dit le retrait du téléphone sans possibilité de restitution. Parce qu'un homme prévenu en vaut deux, comme on le dit. On dit, ne l'utilisez. Vous l'utilisez, on le retire. C'est ça. Maintenant, quand il y a récidive, sûrement on va appeler les parents parce que c'est la première fois. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'êtes pas sûr que les parents de l'élève sont informés et savent ce qu'ils doivent faire. Les parents seront informés. Mais quand il y a des cas, c'est comme les cas d'indiscipline, on les gère par étapes. Mais si on arrive à un moment donné et qu'on voit que l'élève ne veut pas comprendre qu'il y a quand même une voie qu'il faut suivre, évidemment, on arriverait à d'autres sanctions qui sont les exclusions temporaires, définitives. Il y a tout un palais. De toutes les façons, la gestion, les sanctions liées à l'utilisation du portable non autorisé dans les établissements rentrent dans la réglementation qui est prônée au niveau d'un règlement intérieur. Comme on va sanctionner les retards, on va sanctionner les absences, on va sanctionner également l'utilisation des portables. Mais soulignons que quand on voit un élève avec un portable en train de le manipuler alors qu'il n'est pas dans les deux conditions prévues d'utilisation, on lui retire le portable sans possibilité de restitution. Alors pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre l'absence de cette mesure et le faible taux de réussite, notamment que nous avons constaté aux examens du CEPD et du BEPC l'année écoulée? Bon, il y a un lien? Oui, disons que pour les résultats du CEPD et du Bac 1, si on est autour de 70, on peut dire que c'est recevable, c'est acceptable. C'est surtout au niveau du BEPC et du Bac 2. Pour le BEPC, comme effectivement, il y a des moments où quand vous voyez les élèves de 3e, vous les conseillez, vous sentez qu'ils sont en train de vous dire, bon, ne vous gênez pas, de toutes les façons, en fin d'année, nous allons réussir. Et je pense que quand on est dans cette disposition aussi mentale, effectivement, on va passer plus de temps avec les TikTok, avec les WhatsApp, et ça détourne l'élève de ce qu'il doit faire. Alors, est-ce que c'est seulement ça qui peut expliquer le recul qu'on a observé au niveau du BEPC, par exemple? Non, je dirais non, mais ça fait partie. Et ça fait partie. Et donc, tous les éléments qui concourent à éloigner l'apprenant de ce qui est attendu de lui, si on les enlève un à un, nous sommes sûrs qu'à la fin, on doit pouvoir s'assurer qu'il est dans les bonnes conditions de ses apprentissages. Et donc, du moment où l'usage non raisonné du téléphone portable constitue un élément de frein, même s'il n'est pas l'ensemble de ces éléments,
il faut l'enlever et continuer pour enlever les autres éléments aussi pour avoir un environnement propice à l'enseignement et à l'apprentissage. Alors, on en vient maintenant aux enjeux sociaux et familiaux. Certains parents pensent que le téléphone portable est un outil de sécurité pour garder contact avec leurs enfants. Et ça, on est d'accord. Comment concilier cette préoccupation avec l'interdiction dans l'enceinte scolaire? Alors là, je vous lirai tout simplement. Le texte a pris tout ça en compte. Hein. Si on prend l'article 3, on dit l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires est admise dans les cas d'exception ci-après. Le premier cas, une circonstance d'urgence nécessitant l'alerte des secours ou des personnes susceptibles de fournir une quelconque assistance. Et nous notons bien que parmi ces personnes, en premier rang, il y a les parents. Alors ça veut dire, si par exemple un élève il tombe malade ou bien un problème, il y a l'administration de l'établissement, les surveillants, le chef d'établissement, le directeur et tout ça. Dans ce cas, c'est le chef d'établissement ou bien le surveillant qui donnera autorisation à l'enfant, censurant bien que c'est un parent ou bien c'est quelqu'un qualifié pour gérer ce problème-là qu'on va appeler. Il va l'appeler, comme le surveillant même va demander le numéro et l'appeler. Avant, comment ça se passait? Vous appelez. Quand il n'y avait pas les portables, vous appelez sur le numéro de l'établissement pour avoir le chef d'établissement et vous le saisissez. Maintenant, c'est lui qui va aller chercher l'élève et tout ça. Aujourd'hui, on est d'accord que le téléphone portable a simplifié les choses. Et donc, c'est pas que tout est interdit. Sauf que les parents doivent noter qu'ils ne peuvent plus être chez eux et se dire, bon, c'est 9h45. Je suis sûr que mon enfant, il n'est plus en classe. Il n'est plus en classe, il est dans l'établissement. Il n'est pas sorti de l'établissement. Si vous l'appelez comme ça parce qu'il a un téléphone et que lui décroche sans se référer à l'administration pour avoir l'autorisation, le portable, s'il est surpris, on lui retirera le portable. Concrètement, ça veut dire que si un parent appelle son enfant à l'école, l'enfant a l'obligation d'aller à la direction signaler cela avant de décrocher la Voilà. Que bon, il y a son parent qui veut le contacter, qu'on lui donne l'autorisation de pouvoir, même en plein cours, si vraiment ça s'impose, et on le dit aussi, que les parents, que chaque parent puisse avoir également les contacts de l'établissement. Et ça aussi c'est important. Il y a des parents qui n'ont rien pour être en lien avec l'établissement. Comme ça, vous pouvez appeler l'établissement pour dire voilà, en urgence, le chef d'établissement a l'obligation de satisfaire le parent. Là. Donc, il y a des mots. La seconde condition dans laquelle on utilise le portable, c'est que aujourd'hui nous sommes dans la digitalisation. On doit pouvoir, par exemple, en géographie, dire, bon, allez sur tel site, si on a l'Internet, et faites la recherche sur temps. Les élèves vont faire la recherche avant qu'on ne puisse continuer le cours. Comme il y a des schémas qu'on peut visualiser, par Internet et donc par portable aussi. Donc là, c'est l'enseignant qui donne le là. C'est lui qui va dire, écoutez, bon, on a besoin d'utiliser les téléphones et sous sa responsabilité, c'est utilisé. Donc voilà les deux conditions dans lesquelles le téléphone peut être utilisé dans l'établissement. Mais en dehors de ces deux situations, l'élève n'a pas le droit lui-même de se lever et manipuler son téléphone dans l'enceinte de l'établissement. Voilà, qui est maintenant clair pour chacun d'entre nous. Nous allons évoluer maintenant avec la rentrée scolaire et les difficultés financières. Comment décrivez-vous l'état d'esprit général des parents à l'approche de cette rentrée scolaire sur fond de difficultés économiques? Effectivement, nous le voyons, nous sommes parents aussi, hein, et nous savons que de plus en plus, il est difficile de réunir toutes les conditions pour pouvoir assurer la rentrée scolaire de ces enfants, de pouvoir tout simplement leur assurer et combler leurs besoins. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on peut dire en écoutant les uns les autres que ça s'aggrave. Alors, les difficultés économiques sont là. Il faut nécessairement scolariser son enfant. C'est une conjugaison d'efforts qu'il faut faire. Et c'est le lieu de saluer et de féliciter les parents togolais. Parce que ça, c'est une caractéristique du Togo. Les parents togolais, tout le monde est sensibilisé, tout le monde connaît l'intérêt de scolariser son enfant. Quel que soit ce que cet enfant deviendra, il n'est pas à dire que c'est avec l'école
qu'on va avoir un job donné, mais pour être dans la société, il faut un minimum de scolarisation. Et là, on le voit, il y a des parents qui ne sont pas nantis, mais quand il s'agit de l'éducation de leurs enfants, ils font tout. S'il faut se priver, ils se privent pour que l'enfant puisse aller. Donc, nous ne pouvons que les encourager à toujours faire ce qu'ils savent bien faire et dire aussi que l'État et le gouvernement, puisque à ce niveau, pour gérer les difficultés économiques et financières, vous allez accepter qu'on puisse dire que ce n'est pas directement l'éducation qui le fait, mais il y a d'autres départements ministériels qui sont en charge. Et comme nous sommes sûrs que les ministres responsables nous écoutent, l'État nous écoute, l'État mettra d'autres mesures. On reviendra. On va revenir. Il y a des mesures quand même qui sont en place pour pouvoir aider les enfants vulnérables à se scolariser. On reviendra. Ça c'est intéressant. Donc, nous allons marquer une courte pause et juste après, nous serons suspendus aux lèvres de nos auditeurs via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À tout de suite. Je comprends le papier. Comment appréhender l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire et la rentrée scolaire qui pointe le nez sur fond de difficultés financières pour les parents? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous en parlons avec Éloi Comlan, Nouossan, doyen de l'inspection générale de l'éducation. Et maintenant, l'antenne est à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez déjà intervenir pour animer le débat avec nous. 91 09 71 71 96 61 58 58. Le premier auditeur, nous le prenons, Nana FM. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le débat, allez-y. Oui, je salue notre excellence. Merci à vous. Du courage pour la pédagogie. Bon, d'abord, pour question de financement pour l'entrée scolaire, je pense que c'est une obligation, même si on repousse la rentrée dans 2 mois, 3 mois, c'est la même chose. Mais les parents sont dans leur obligation d'assumer cette responsabilité. Maintenant, en ce qui concerne la décision que prenne le ministère, c'est de bonne guerre. Ça, c'est une belle décision. Maintenant, comment ça serait appliqué? C'est ça qui est l'essentiel maintenant. Est-ce que la question que je voulais poser et dans les nouveaux programmes qui s'attellent tout le temps là, est-ce que parce que des fois les élèves disent qu'il y a des cours qui se donnent sur les portables, comment vous allez assumer ça? C'est ça qui est important parce que ça va devenir une nouvelle pédagogie encore. Et à l'entrée, actuellement les portables sont les stéréotypes de nos enfants. Et ça, les portables, ils n'existent pas. Maintenant, ça revient aux parents. Et maintenant, à l'école, comment les portables seront avec les élèves pour rentrer? Est-ce qu'ils vont laisser les portables carrément à la maison? Ou bien ça vient, vous allez les récupérer, déposer à quelque part, s'il y a des cours qu'il faut référer au portable. D'accord. Et laissez compris, je pense que l'inspecteur avait déjà répondu à cette question, mais il va revenir là-dessus. Merci Pélé d'être intervenu et bonne journée à vous. Nous prenons le prochain auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour Michel. Oui, bonjour inspecteur. Bonjour à vous. Je pense que moi je voudrais, en ce qui concerne cette histoire de portable, je crois que cette interdiction est la bienvenue. Je crois qu'il n'y a pas de souci dans la mesure où on peut avoir de jurisprudence. Chaque établissement peut s'organiser à son niveau et gérer ce problème. Et heureusement que l'ARP maintenant va encadrer cette jurisprudence-là. Je crois que ça ne devrait pas avoir de problème. Mais dire tout simplement, par exemple, que les parents ont besoin de jeunes, les enfants, ça c'est une fausse histoire. Parce que vous ne pouvez pas
amener votre enfant dans un établissement et ne pas avoir le contact de l'établissement. Ce n'est pas possible. Là, vous n'êtes pas un parent. Ça, c'est automatique. Donc, si vous avez à joindre votre apprenant, c'est de joindre la direction qui se chargera de retrouver l'enfant. Donc, moi, je ne crois pas que ça puisse poser des problèmes et qu'on puisse dire on veut joindre, un parent va donner l'arbre ici, que lui veut joindre son enfant. Non, ça n'a pas de sens. Quand nous étions à l'école dans le passé et qu'il n'y avait pas de portable, comment nous joignions? Ou comment joignaient nos parents, ou comment nos parents joignaient l'établissement? Donc, cette histoire d'interdiction est la bienvenue. Maintenant, je voudrais rebondir sur un autre angle. Oui. L'autre angle, c'est la discipline. Parce que le fait de dire, par exemple, quand on interdit le bâton à l'école, je vous dis, cher inspecteur, c'est un danger. Parce qu'un enfant ne conçoit que quand il y a un peu de la dissuasion. On ne dit pas de dire le bâton est autorisé. Quand on dit même c'est autorisé, ça dit qu'il n'y a pas un enseignant fou qui se lève comme ça et prend du plaisir et tape les gens. Je ne trouve pas pourquoi les gens trouvent d'inconvénients dans cette affaire. Nous qui avions été tapés là, nous sommes morts, nous sommes devenus quoi? Et donc pour Michel, il faut revenir à l'utilisation du bâton en milieu scolaire. Oui, pour mieux redresser les élèves. Revenir sur ça et maintenant c'est aux enseignants de gérer intelligemment pour ne pas l'utiliser de façon pour ne pas aller dans l'excès, oui. Oui, il faut dissuader les apprenants. Merci. Ça, il le faut obligatoirement. Ça fait partie des problèmes qui ont entraîné ces genres de résultats que nous sommes en train de connaître. D'accord. Merci Michel. Bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur, on le prend à la FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Basile, bienvenue. Allez-y. Basile. Ah, il s'en est allé. Alors nous allons prendre l'autre auditeur qui se signale, Nana FM. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur Carlos. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que vous pouvez élever un tout petit peu la voix, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Ok. Je dois dire que la décision qu'ils ont prise pour l'interdiction du téléphone portable à l'école est la bienvenue. Bon, maintenant, par rapport à l'utilisation du bâton, moi aussi je voudrais bien que le bâton revienne à l'école parce que ça fait que nos enfants et les enfants prennent le soin d'apprendre le leçon. Vous comprenez déjà? Bien. Maintenant, seconde, je voudrais demander à l'inspecteur s'il peut laisser un contact pour pouvoir joindre l'inspection générale pour certaines informations que nous êtes très utiles. Merci. Merci beaucoup, Carlos, de votre intervention. Nous allons prendre l'autre auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gado. Oui, bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur Gallo. Monsieur l'inspecteur, je suis d'accord avec Michel. Aucun enseignant ne peut tuer l'élève avec un bâton. De toutes les façons, la façon dont je tape mon enfant à l'école, être à la maison, aucun enseignant ne peut pas le taper comme ça. Souvent, même j'ai envie d'aller le taper à l'école pour montrer des exemples. Franchement, mon gars, je peux même aller le taper. Je lui dis toujours, je vais venir te taper à l'école. Pourquoi le bâton ne va pas revenir? C'est quoi? Le bâton doit revenir. Ou bien nous irons taper les enfants à l'école. Oui, c'est ça. Et second, pour le problème de portable, là, je suis d'accord avec Michel aussi, parce que même si vous avez le téléphone de l'établissement, vous pouvez tout appeler. Moi-même, pendant les vacances, je suis toujours en contact avec le directeur. Donc, ça, c'est un faux problème aussi. Merci, bonne journée. Bonne journée, monsieur Gado. Allez, est-ce que nous avons un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Razak de Kégué. Razak, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur Razak. J'espère que nous tous nous sommes très contents dès que la nouvelle est tombée. Parce que ça va vraiment aller bon escient pour nos enfants. Et je soutiens toujours aussi les propos de monsieur Gado et Michel. Et juste pour vous donner un exemple, il y a une école privée à côté de moi ici qui ne cesse jamais d'encadrer les enfants avec le bâton. C'est seulement chaque année, ces enfants, c'est 100%, ou soit c'est une ou deux personnes qui échouent à les amener. Et alors, nous vous exhortons à vraiment ramener l'histoire du bâton. Ça ne tue jamais. Tout ce qui ne tue pas, rend-le fort. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Razak. Avons-nous un auditeur? Nous allons prendre le dernier. Nana FM, allô, bonjour. Ah, j'étais venu, j'étais sur le point de lancer. Ah, vous avez décroché. Oui, allez-y, c'est monsieur? C'est Basile. Basile. Oui, oui. Qui est revenu. Vous m'avez, je devais parler sur des faits. Oui, allez-y, Basile, oui, oui. Non, je savais que les lecteurs, voilà, ils ont appelé un plein de trucs qui ne servent pas. Apprécier conneries et conneries. Basile. Dans cette école, moi, des fois, je n'apprends même pas à la maison. Quand le bâton commence par devoir, j'arrive à assimiler la leçon là avant que le bâton n'arrive chez moi. Et donc, vous aussi, vous êtes pour le retour du bâton à l'école? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est pour tuer l'enfant? Mais pour clochardiser les apprenants, on a amené cette affaire et que vraiment on ne comprend rien autour de vous. Je vous signale que les grands qui sont dans les pays occidentaux, ce sont les Togolais. C'était par là où ils sont partis. C'est quoi nous on fait ici? D'accord. Le bâton a tué un enfant. D'accord, vas-y, donc ce sera tout, c'est l'essentiel de votre intervention. Merci d'être intervenu. Je crois que ce sera le dernier appel et nous allons permettre à l'inspecteur de pouvoir répondre aux préoccupations. De toute façon, la plupart sont d'accord avec la mesure, ils saluent cette mesure relative à l'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire. Il y en a qui souhaiteraient que le bâton revienne pour redresser les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Bon, je commencerai par satisfaire la demande de M. Carlos. Je vous donne... en fait, les contacts des inspecteurs généraux de l'éducation sont publics. Hein. Mon contact, c'est le 99 47 14 18. Si vous m'appelez, vous n'arrivez pas à me joindre, envoyez un message et on vous répondra. Alors, je me fais le devoir de rappeler rapidement le numéro, le 99 47 14 18, pour joindre le doyen de l'inspection générale de l'éducation. Alors, nous ne pouvons que nous féliciter pour la compréhension manifestée par rapport à la décision de réglementer l'utilisation des portables en milieu scolaire. Et une fois encore, on n'interdit pas la présence du portable. On réglemente son utilisation. Et nous disons que en cas de besoin où il faut contacter des parents, où c'est un secours qu'il faut appeler, l'élève utilisera le portable sous la responsabilité, sous le contrôle de l'administration. Ça veut dire que l'élève doit toujours, lorsqu'il y a besoin, s'adresser à la direction de l'établissement pour être autorisé. Deuxième cas qui montre que le téléphone n'est pas, l'outil même n'est pas interdit, c'est qu'il est dit que lorsque l'enseignant estime qu'on peut utiliser, il y a un travail à faire, travail de recherche ou bien de découverte qu'on doit faire via Internet, lorsqu'il y a des tablettes, il y a des téléphones. D'ailleurs, il y a toute une stratégie qui est en train d'être construite pour que à terme, nos élèves aient des tablettes appropriées pour pouvoir travailler. Vous savez qu'avec les tablettes aussi, on peut communiquer. Là, l'enseignant, c'est lui qui réglemente. C'est comme pour un manuel scolaire aussi. Quand vous prenez un manuel scolaire, quand vous êtes en classe, il n'est pas dit que le manuel est automatiquement sur la table de l'élève. Non, le manuel est dans le sac. C'est l'enseignant qui dit à un moment donné, sortez le livre, ouvrez à la page, faites ceci. Fermez les livres, rangez-les. C'est la même chose. Il va dire, sortez vos portables et allez sur tel site. Donc, il y a cette réglementation qui est là. Bon, maintenant, pour la question du bâton, effectivement, c'est toujours un sujet d'actualité qui date de longtemps. Et l'autre fois, quand j'étais invité à Massénois, mais c'était le même problème. Je pense qu'il va falloir organiser une émission, mais au niveau de l'éducation aussi, il va falloir organiser une table ronde sur la question. Parce que parfois, c'est en l'absence d'informations
que nous pensons que tout passe par le bâton. Et l'école qui est donnée en exemple là, moi je prierai cette école d'abandonner le bâton. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est le même parent qui vous dit, allez, punissez l'élève, qui va se retourner contre vous lorsqu'il y a des conséquences. Et moi, je me souviens qu'un parent a amené son enfant dans un établissement, a demandé de taper l'enfant. Et l'enfant a été tapé. L'enfant quitté, il s'est suicidé. Elle s'est suicidée, c'est une fille d'ailleurs. Mais à la fin, elle s'est retombée sur l'établissement. Que pourquoi l'établissement a accepté taper la fille? L'année passée, parce que tout simplement on a organisé le CPD blanc et l'enfant n'a pas eu une bonne note, on a tabassé un enfant dans un établissement privé. Si vous voyez le corps, le dos de l'enfant, vous ne pouvez pas imaginer. Le problème, c'est que nous disons qu'il faut utiliser le bâton, mais nous oublions que l'être humain, lorsque il est sous le coup de la violence, il n'arrive plus à se contrôler. Il y a des cas où des enseignants ont voulu tirer l'oreille d'un élève et l'élève, en faisant un mouvement contraire, l'oreille s'est détachée. Donc, vous voyez, donc c'est une question qui est entière. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a des punitions alternatives. Et je suis d'accord qu'il faut pouvoir former tous les enseignants à ces punitions alternatives et que les élèves aussi comprennent qu'il ne faut pas s'attendre à du bâton avant d'être dans l'ordre. Mais j'avoue que cette question n'est pas bouclée. Nous aurons encore le temps de tourner autour et il faut vraiment des discussions avec les parents d'élèves pour trouver une juste mesure. Je terminerai là aussi pour dire, ce n'est pas seulement le Togo qui a interdit le bâton à l'école, c'est dans tout le monde entier. Il n'y a plus de pays où le bâton est autorisé. Donc voilà, on va continuer par réfléchir, mais pour le moment que les parents nous aident avec les conseils, parce que parfois aussi certains parents, rapidement, c'est une démission pour dire, bon, si on utilise le bâton à l'école, c'est fini. Mon enfant, il va être dans la droiture. Donc, nous tous, la maison et l'école, nous allons conjuguer nos efforts pour trouver le juste milieu et ne pas compter d'abord sur les punitions pour redresser nos enfants, mais cheminer avec eux et leur montrer le positif. Et c'est ce que nous disons aussi au suivant. Quand vous arrivez à expliquer à l'enfant en quoi il a fauté, il est prêt à subir toute sanction. Et quand l'enfant est prêt à subir toute sanction, on n'a même plus besoin de le taper. C'est qu'il a compris qu'il a fauté et il peut se corriger. Bon, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut renforcer au niveau de l'encadrement des élèves par les enseignants, par les surveillants et les chefs d'établissement. Espérons bien que ces solutions alternatives soient également efficaces. Alors, on en vient maintenant à la situation des parents, à la veille de la rentrée scolaire. Les principales charges financières qui pèsent sur les parents, on le sait, c'est l'achat des fournitures scolaires, la confection des tenues. Les parents sont confrontés à ces difficultés en ce moment. À quand? Beaucoup se posent la question. Nous avons posé justement cette question au secrétaire général du gouvernement quand il était ici. Donc, à quand la gratuité totale de l'école qui prenne en compte tous ces éléments-là? Alors, comme vous le dites si bien, vous avez posé la question au secrétaire du gouvernement qui peut parler au nom du gouvernement. Bon, on est d'accord que... Oui, il nous a renvoyé, il nous a promis qu'il y aura un acteur de l'éducation pour répondre. Voilà, non, en fait, la gratuité de l'éducation n'est pas décidée par le ministère, les ministères en charge de l'éducation. Ça aussi, il faut le clarifier. Quand on dit gratuité de l'école, derrière, c'est des sous. Et quand on dit les sous, c'est les finances, c'est l'économie, c'est au niveau de la primature, c'est au niveau de la présidence. Disons, c'est une décision politique. Et c'est dans un cheminement. Aujourd'hui, nous sommes à un palier de la gratuité, à savoir, il n'y a plus de frais de scolarité qu'on paye. Mais je suis d'accord avec vous que lorsque la gratuité est totale, c'est l'État qui fournit l'uniforme à l'apprenant, c'est l'État qui fournit les fournitures scolaires et même les cantines scolaires sont gratuites. Et nous ne pouvons que espérer que d'ici là, on va arriver à ce niveau. Mais en attendant, il y a quand même des mesures qui sont en place pour soulager les familles vulnérables. Ce n'est pas tout le monde. Par exemple,
la gratuité de l'école, on ne paye pas de frais de scolarité, même si les parents acceptent toujours d'accompagner les établissements par les cotisations parallèles. Ce qui est sûr, aucun élève n'est inquiété pour défaut de paiement de cotisations parallèles. Alors, ces mesures sociales, on veut les connaître. Ensuite, il y a School Assure. Il y a School Assure qui est une assurance spécifique pour les élèves pour prendre en charge leurs problèmes de santé. Maintenant, les endroits où vraiment il y a des grandes difficultés, où l'enfant ne vient pas à l'école parce que tout simplement il ne trouve pas à manger. C'est là où on a mis en place l'expérimentation des cantines scolaires qui a démontré que lorsque la restauration est garantie pour les enfants, ils se maintiennent à l'école et leur performance s'améliore. Maintenant, il s'agit de pouvoir étendre l'existence des cantines, l'implantation des cantines scolaires partout et comme on le dit, que l'État continue pas à faire les efforts pour arriver à la gratuité totale, ce qui soulagerait énormément les parents. Il y a des idées qui sont en train d'être brassées, par exemple... Au niveau de l'action sociale, par exemple. Bon, au niveau de l'action sociale, ce que nous faisons, c'est que chaque chef d'établissement est censé pouvoir détecter les élèves en grande difficulté financière, économique, et qui se retrouvent en dehors de l'État parce que tout simplement, il a le vent vide. Parce que quand vous venez à l'école et vous n'avez pas mangé, moi, dans ma carrière, j'ai eu plein d'élèves comme ça. Et il a suffi tout simplement qu'on puisse chaque fois assurer la récréation à certains élèves, ils n'ont jamais échoué. Donc, quand il y a des cas vraiment critiques, nous référons ces cas-là à l'action sociale qui est habilitée à prendre en charge ces élèves-là et les accompagner. Donc, les efforts restent à déployer davantage pour pouvoir surtout venir en appui aux familles vulnérables. Et je pense qu'il y a plein d'institutions qui tournent autour de ça et nous espérons que ça va aller de mieux en mieux. En 30 secondes, votre mot de la fin à l'endroit des parents, des enseignants et des élèves eux-mêmes. Non, le mot de la fin, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, nous sommes mercredi, le lundi, une fois encore, le lundi 16, les élèves sont à l'école. C'est pas les enseignants, ils sont en train d'être formés ce matin par le chef d'établissement. Donc, tout est prêt pour que les portes des établissements s'ouvrent le lundi. La rentrée ne sera pas repoussée. La rentrée ne sera pas repoussée. Nous ne pouvons que dire à nos enfants qu'ils n'ont qu'à maintenant commencer par atterrir avec leurs vacances et être sûr que le lundi matin, ils auraient oublié qu'ils étaient en vacances. Que les parents, malgré les difficultés, puissent assurer les fournitures et être avec nous, en contact avec nous, pour un bon achèvement de l'année scolaire que nous nous apprêtons à démarrer. Merci à vous, Éloi Comblan-Nouossan. Vous êtes doyen de l'Inspection générale de l'éducation. Merci d'être venu nous entretenir sur la mesure interdisant l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire et la rentrée scolaire qui pointe le nez. Le débat de Nana FM se referme ici. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pourrez à nouveau écouter le débat sur nos réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube officielle de Nana FM. Merci à Stan Teko pour la complicité technique. Au micro, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.